Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Denis Michaelis. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais donc vous introduire votre travail sur la base de travaux qui ont été effectués par les étudiantes et étudiants du Master 1 Politiques éditoriales, qui ont lu avec attention et intérêt Amour fou, et récit qui a donné lieu à d'âpres débats littéraires. Donc nous sommes ravis d'avoir l'occasion d'en parler avec vous aujourd'hui. Et la plupart des questions sont aussi le fruit de leur travail. J'ai ajouté une ou deux questions de mon cru. Je donnerai la parole à la salle régulièrement au cours de l'entretien, et puis à la fin, selon le temps qui nous reste, pour des questions complémentaires du public. Alors, après une carrière de journaliste, vous vous êtes révélé un auteur dont l'œuvre explore avec intensité et finesse les zones d'ombre et les failles de l'âme humaine. En effet, depuis La chance que tu as, paru chez Stock en 2016, jusqu'à votre dernier roman, Amour fou, paru aux éditions Noir sur Blanc cette année, vous construisez une œuvre marquée par une réflexion sur l'angoisse, les dérives de l'identité et les relations humaines complexes. À travers des récits plutôt sombres, vous nous entraînez dans des mondes où les personnages sont souvent en proie à des conflits intérieurs et à des quêtes de sens tortueuses, décrites à l'aide d'une plume souvent ironique, voire déstabilisante, mais toujours avec une touche comique, voire cynique. En évoquant de manière récurrente des sujets tels que les addictions, la psychiatrie, l'isolement, la santé mentale, vous mettez en scène la violence du quotidien sous de nombreux aspects. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion de discuter de votre parcours, de vos inspirations et de vos choix littéraires, mais aussi d'explorer les thèmes récurrents de votre œuvre et plus particulièrement ceux qui construisent votre dernier roman, Amour fou. Amour fou, justement, est un roman à plusieurs voix. On y découvre Célia, dont la meilleure amie perdue de vue est retrouvée noyée. Barnabé, son harceleur que tout semble accuser. Alors, la meilleure amie s'appelle Rosalie. Barnabé est le harceleur que tout semble accuser parce qu'il souffre de troubles psychiques. Et toute une galerie de personnages impliqués de près ou de loin. La mère du suspect, dévouée mais possessive. Son père, éminent psychiatre, contrarié par les frasques du fils. Des policiers un peu médiocres, une voisine fouineuse. Tout cela au sein d'une petite ville côtière d'apparence paisible, où la partie de Cluedo peut commencer. Première question. Le protagoniste principal, Barnabé, donc, vit avec un trouble psychiatrique. Est-ce que aborder l'histoire de son point de vue représentait à vos yeux un défi? Et comment vous êtes-vous renseigné sur ce trouble et êtes parvenu à retranscrire les mécanismes à travers l'écriture? On voit notamment qu'il y a des phrases en italique qui représentent la double voix qui vient perturber les pensées de ce personnage qui est peut-être aussi narrateur au discours indirect libre. Alors, j'allais dire bonsoir, ça commence très mal. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents. Ça fait 20 ans que j'ai pas mis les pieds dans un campus universitaire, donc ça me fait très bizarre, enfin au moins. Donc voilà, je suis ravie de retrouver un peu de ma jeunesse perdue. Pour ce qui est de Barnabé, en fait, je me suis renseignée de manière assez... j'ai fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire j'ai lu quelques articles sur l'érotomanie, parce qu'en fait, il souffre d'érotomanie, donc c'est un trouble, c'est l'illusion délirante d'être aimé. Donc l'érotomane projette un amour qui évidemment n'est pas partagé sur quelqu'un. Et comme cet amour n'est pas partagé, ça va l'énerver beaucoup. Et donc, il va passer par plusieurs phases, jusqu'à une phase vraiment de harcèlement. Il peut passer à l'acte, l'érotomane. Donc, c'est quelqu'un de psychotique, de dangereux. S'il n'a pas un traitement, comme dans le livre, d'ailleurs, c'est le vrai traitement que je lui donne. S'il n'a pas un traitement, ça peut très, très mal finir. Il y a beaucoup d'érotomanes. Vous pouvez lire comme ça des faits divers sur Internet qui se fixent sur des stars de musique. Où il y a beaucoup de chanteurs ou parfois d'acteurs qui révèlent avoir été harcelés pendant des années par des érotomanes. C'est plutôt, d'après ce que j'ai compris et lu, c'est plutôt des femmes qui auraient une tendance à l'érotomanie. Donc je voulais un peu inverser le truc en disant on va mettre un homme érotomane. Et sinon... je me suis renseignée aussi en discutant avec enfin c'est pas vraiment un ami, mais un proche psychiatre qui m'arrive de consulter pour les livres et qui m'a un peu expliqué pareil le fonctionnement
de l'érotomanie. Et oui, ce sont des gens qui ont des délires, qui entendent des voix. Et donc, pour retranscrire la voix qu'il entend dans sa tête, je l'ai mis en italique pour indiquer au lecteur qu'il a plusieurs personnalités qui cohabitent à l'intérieur de sa tête. Mais c'est à peu près tout. J'ai pas fait énormément de recherches. L'idée, c'était plutôt d'essayer de créer mon propre personnage, comment moi je voyais un érotomane. Il n'y a pas si vous voulez, il n'y a pas de désir d'ultra-réalisme, parce que de toute façon, personne ne sait ce qui se passe dans la tête d'un érotomane. Donc, autant proposer sa propre version. Et comme dit toujours cet ami, ce proche psychiatre, tout est possible. De toute façon, tout est possible dans la folie. Il n'y a aucune limite. C'est ça qui est génial. Enfin, qui est génial à écrire. Alors, on va en entendre un petit extrait, si vous voulez bien nous lire ce passage. Barnabé est de nouveau en proie au doute. N'est-il pas trop tôt qu'on lui laisse un peu de temps, bordel? Mais il ne fait aucun doute qu'il se sent irrésistiblement attiré par elle, et pourtant il ne l'a qu'entraperçue. La voix, elle, s'impatiente. Un coup de foudre, c'est quand même pas compliqué à comprendre. Il faut simplement que Barnabé prenne garde à ne pas trop attirer l'attention. C'est pourquoi il a fait mine de se balader tranquillou. Il comptait se poser de l'autre côté de la route, à la hauteur de la maison au volet fermé qu'il croyait inhabitée. Erreur. Il y a des gens qui visiblement aiment vivre dans l'obscurité. L'idéal serait de proposer ses services de jardinier à l'amoureuse, comme à l'époque à Clarisse et à son gros porc de père. Au premier jour, alors qu'il suait sang et eau le long de la bordure, elle lui avait parlé, lui apportant à boire, lui demandant si tout allait bien. Une vraie allumeuse, comme dans les films qu'on regardait avec Sam. On ne va pas refaire l'histoire, mais si Barnabé veut l'approcher, il ne pourra pas rester à faire le pied de grue devant chez elle. Alors, on commence par aborder ce personnage qui est atteint de troubles psychiques, mais de façon générale, les personnages d'amour fou sont particulièrement inquiétants, chacun à leur façon, et présentent peut-être tous des troubles. De façon plus générale, Agathe avait une question sur l'ensemble de vos romans. Plusieurs de vos romans, notamment Encore une journée divine, ont des personnages atteints de troubles psychiatriques, ou du moins évoluent dans un environnement qui s'y rapporte. Est-ce que c'est un thème qui vous tient à cœur? Est-ce que vous avez un message particulier à faire passer vis-à-vis de ce sujet? En fait, quand j'ai publié mon premier livre, La chance que tu as, c'est intéressant, j'avais fait une rencontre avec des lycéens qui m'avaient demandé si le personnage était atteint de troubles psychiatriques, mon personnage principal, parce que c'est l'histoire d'un jeune qui se retrouve, c'est une sorte de conte très macabre, qui se retrouve enfermé. Ça commençait bien pour moi, pour un premier livre, qui se retrouvait enfermé dans un restaurant un peu étrange, une sorte de domaine en bordure de forêt. Ses parents l'abandonnent et il va devoir travailler comme serveur et il met un pied dans ce restaurant et à partir de ce moment-là, il va connaître l'humiliation, le harcèlement, etc. Mais il ne réagit pas, en fait, il ne se révolte pas. Donc ces lycéens, je me rappelle très très bien, c'est il y a 10 ans, m'avaient posé des questions sur les troubles psychiatriques éventuels du personnage. J'avais pas vraiment relevé. Et après, j'ai fait un deuxième bouquin sur un jeune, pareil, qui est enfermé, mais cette fois-ci avec son père dans une maison en forêt. Toujours pareil. Et lui, par contre, il commençait déjà à entendre des voix. Il parlait à un arbre. Il n'avait pas d'amis. Il dialoguait avec un arbre. Bon. Donc là, j'ai commencé à me dire peut-être qu'il y a un problème chez moi. Et peut-être qu'en effet, les troubles psychiatriques m'attirent. Donc... J'ai fini, après j'ai fait un bouquin sur l'alcoolisme, super sympa aussi. Et après, vraiment, dans le 4e bouquin, Encore une journée divine, là, je me suis vraiment intéressée un peu plus de près à la psychiatrie, à l'hôpital psychiatrique. Donc, en fait, pour répondre simplement à votre question, c'est d'abord venu visiblement d'un désir que j'avais envie d'explorer ça, les troubles psychiatriques, ce qui est aussi un classique en littérature. Il y a beaucoup d'auteurs qui s'intéressent à ça, parce qu'il y a un lien assez évident entre la psychiatrie ou la psychanalyse et la littérature, parce que la psychanalyse, comme vous le savez, par exemple, le mythe d'Oedipe, pour prendre l'exemple le plus connu, a pris comme modèle la littérature pour illustrer sa théorie. Donc, beaucoup d'auteurs s'intéressent évidemment aux troubles psychiques et psychiatriques. Et après, oui, il y a un message que je veux faire passer dans la mesure où évidemment, mais
c'est pas très très original malheureusement ce que je vais dire, mais que c'est un peu le parent pauvre, la psychiatrie de la médecine aujourd'hui, et que il y a peu d'argent pour soigner, et que les gens vont pas très bien. On l'a vu depuis le Covid, ça s'est encore accéléré, et que je trouve qu'il n'y a pas assez d'argent qui est mis dans la psychiatrie, et de manière beaucoup plus générale. Je me faisais la réflexion hier en regardant un débat, je regarde beaucoup de débats en politique, et je trouve que les psys sont assez peu présents. Et moi, ça me manque, des analyses de psychiatres ou de psychanalystes ou de psychologues. Je trouve qu'il y en a... Oui, surtout avec Trump. Non, mais voilà, je trouve qu'on manque, on a beaucoup d'analyses historiques, sociologiques, beaucoup de pseudo-analystes qui donnent leur avis. Et je trouve, moi, il me manque en tout cas cette grille de lecture-là. Donc voilà, pour répondre à votre question. Merci. Et justement, l'épithète fou dans le titre est à prendre au sens littéral. Amour fou, en général, on pense à un amour absolu, romantique. Ici, c'est un amour trouble, d'une certaine manière. Et à ce sujet, au-delà de l'intrigue policière, puisque c'est un polar qui a tué Rosalie, et on l'apprendra plus tard... on l'apprendra au fil du temps, il y a 2 victimes. Et au-delà du polar, on s'est interrogé sur la question des liens d'attachement dysfonctionnels. Donc Clémence a une question à ce sujet. Oui, bonjour. Bonjour. Ma question, c'est que votre livre est présenté par l'éditeur comme une comédie macabre, pardon. Et donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous sous-entendez par cette expression ? En fait, alors ça c'est vraiment du marketing pur. L'idée c'est l'idée c'est vraiment de vendre le livre et de donner envie au lecteur de l'acheter, puisque rares sont les lecteurs qui vont commencer à lire pendant une demi-heure dans une librairie des extraits. Donc la comédie macabre, c'est une expression que j'ai pris. En fait, c'est plutôt les Américains qui disent ça. Ils disent dark comedy. Parce que les Américains, vous devez le savoir sûrement, mais ils sont très bons pour conceptualiser. Ils ont un mot, une définition pour tout. Et en littérature, c'est beaucoup plus simple de ranger dans des cases. Nous, on n'a pas trop ça en France. Comédie noire, comédie macabre, je ne savais pas trop comment l'appeler. Donc j'ai utilisé ça, mais je ne suis pas persuadée que ça parle je ne sais pas, est-ce que ça vous a parlé à vous? Je ne suis pas sûre qu'aux lecteurs français, ou si vous regardez des séries, je ne sais pas si comédie macabre, ça dit quelque chose. J'aurais dû faire une enquête au préalable. Et en plus, c'est pas un genre qui est très connu en France. Il y a beaucoup de séries américaines qui utilisent ce mélange d'humour et de macabre, soit meurtre. Ça peut être aussi, je ne sais pas si vous connaissez cette série, je l'ai oublié, Santa Diet, un mélange avec des zombies et de l'humour. On peut mélanger l'horreur avec la comédie, on peut mélanger le polar avec la comédie, on peut mélanger le thriller. Les Américains le font très bien, les Sud-Coréens le font beaucoup, de mélange de genres. Nous, c'est pas forcément évident. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question du coup. Ça va. Mais voilà, mais je trouve ça va, ok. Je ferai mieux la prochaine fois. Mais en tout cas, c'est difficile c'est vrai que c'est compliqué de vendre un livre au sens de trouver la bonne case et la bonne définition. Parce que souvent, les lecteurs sont pas déçus, mais vont vous dire c'est bizarre, c'était écrit ça en 4e de couverture et moi j'y ai lu tout à fait autre chose. Donc, L'horizon d'attente, c'est... Ouais, l'horizon d'attente. Ouais. Par exemple, pour le précédent, il y avait populisme dans la 4e de couve, sur la 4e de couve. Pour moi, ça me paraissait important de parler de ça, parce qu'on était justement en 21, en plein fin de Trumpisme, et le personnage m'avait beaucoup... je pensais beaucoup à Trump quand j'avais écrit le livre précédent, et on a mis populisme, et beaucoup de lecteurs m'ont dit « Je ne comprends pas, j'y ai pas du tout vu ça. » Donc... L'attente est déçue. Ouais. C'est ça. En tout cas, là, on comprend que c'est un mélange entre comédie de mœurs et polar, d'où les relations complexes entre les personnages. Et si vous êtes d'accord pour nous relire un extrait, on voit notamment comment Barnabé s'entend avec sa mère, en commençant par ici, si vous voulez bien, jusqu'à la fin du passage sur la fin de la section. Ah oui. Ici. C'est possible? Oui, bien sûr. sûr. C'est trop long, ça va? Non, je ne me suis pas entraînée. Et pour la bouffe, c'est ça, je dois commencer là? La sélection commence concernant les repas, le père. Ah oui. Alors attendez, je regarde 2 secondes de quoi il va nous parler. Non, pas du tout, je me souviens plus. Donc, qu'est-ce que c'est? Ah, Mini Pouce, c'est marrant, je l'avais déjà mis. Ok, très bien.
Alors, je vais découvrir le texte en même temps que vous. Concernant les repas, le père charge la mère de monter les plateaux, parce qu'il habite au grenier. De toute façon, père et mère, au vu de leur emploi du temps respectif, mangent chacun de leur côté. Barnabé encaisse. Il aurait évidemment préféré dîner au salon ou à la cuisine. La déco est à gerber, mais au moins il aurait l'impression de faire partie des meubles. Là, c'est un peu comme si on se retrouvait à l'hosto ou en prison avec ta daronne en infirmière ou geôlière. La voix qui parle. La mère le précède dans l'escalier de service qui mène du deuxième étage au grenier, à la chambre d'amis. L'interrupteur doit être en panne car tous deux montent dans l'obscurité, où elle a délibérément saboté le compteur pour que tu tombes et que tu te fracasses le crâne. Ne dis pas n'importe quoi. Et moi, je te réponds méfiance. Tu parles tout seul, mon grand ? Merde. Dans ta tête, bon sang, on va se retrouver en camisole. Barnabé rétorque le plus naturellement du monde que pas du tout, qu'elle entend des voix, ce qui étrangement fait rire sa mère aux éclats. Dans un grincement aigu de porte, les combles se dévoilent progressivement. Une pièce aussi vaste qu'indéfinie. Un rectangle presque nu, avec un joli parquet ciré qui a dû coûter bonbon. Sinon, à part le lit, d'une place et demie, une commode et un bureau ridicules, qui peut bien travailler sur un truc pour Nabo, il n'y a aucun meuble, ni objet, ni bibelot. Vous n'êtes pas foulé pour la déco, hein ? La mère n'a apparemment pas entendu. Elle se trouve dans la salle de bain située de l'autre côté du minuscule vestibule pour y ranger, selon ses termes, des serviettes bien moelleuses et quelques effets de toilette. Malgré la propreté apparente, Barnabé note une odeur pénétrante de souris et de toile d'araignée. Par comparaison avec le reste de la maison, ses 2 étages, nombreuses pièces, couloirs et corridors, il se sentirait presque à l'étroit ici. Le manque de clarté n'y est sûrement pas étranger, alors qu'il se trouve si proche du ciel. En même temps, mate un peu ses fenêtres de mini-pouces. Le grenier n'est en effet éclairé que d'un seul œil de bœuf percé directement dans la toiture. Pas étonnant que la lumière soit si pâle et anémique. Même les moutons de poussière y dansent au ralenti. Vos amis vous ont jamais dit qu'elle est glauque, leur chambre ? Ne commence pas, Trésor. Ici, au moins, personne ne t'embêtera. Vous auriez dû me parquer dans la cave. Au moins, on ne m'entendrait pas si je me mettais à hurler. Pourquoi j'arrive même pas à le dire. Pourquoi hurlerais-tu, mon poulet ? Ignorant la question, Barnabé tente d'ouvrir la lucarne, mais la poignée résiste. Toi qui nous rabâches toujours tes histoires de respect d'intimité, tu seras bien ici, enchaîne la mère tout en posant des draps soigneusement pliés sur le bord du lit. Disons que quand t'es passé par la case HP avec des colocataires dans la nuit que tu entends ronfler ou gémir des nuits entières, le concept de vie privée prend tout son sens. Oh, comme ça a dû être une période difficile pour toi. Surtout quand tes parents ne viennent jamais te rendre visite. J'ai voulu le faire à tant de reprises. Je suis vraiment un très très bon comédien, vous avez remarqué. J'ai voulu le faire à tant de reprises, si tu savais. Mais j'étais tellement occupée ici. Pas une seule fois, ni toi, ni papa. Cette maison me prend toute mon énergie et ton père est débordé, comme toujours. Trouver 1 heure en 9 mois dans son emploi du temps de ministre, c'est si dur que ça ? Un ange passe. La mère saisit la croix qu'elle porte toujours autour du cou avec une petite chaîne en or. 9 mois ? Seigneur, que le temps passe vite. À présent, je suis tout à toi. Super, j'ai hâte. Je vais faire ton lit et ensuite je te laisserai t'installer tranquillement. Beaucoup de dialogue, hein. À qui le dites-vous ? Alors, écoutez, ça permet d'enchaîner avec la question suivante, puisque au-delà des dialogues, c'est un roman choral. Autrement dit, chacun des personnages prend la parole tour à tour. Ça crée une structure polyphonique que certains des étudiants ont associée au Cluedo, pour avoir aussi enquêté sur la réception de votre œuvre, et se demandent pourquoi vous avez choisi cette forme-là. Est-ce que c'est justement une façon de mieux incarner chaque personnage, comme on peut le faire quand on devient le colonel Moutarde lorsqu'on joue à ce jeu mythique ? Alors, d'abord, j'ai jamais joué au Cluedo. Je sais, ça paraît dingue, mais ouais, je déçois. Mon storytelling n'est pas au point. En fait, j'ai lu pas mal de romans policiers, évidemment, Agatha Christie, etc. J'aime beaucoup les séries policières un peu vieillottes, un peu surannées. C'est ce que j'ai essayé un peu de recréer ici. Et pour être tout à fait franc,
c'était pas du tout l'intention de faire un Cluedo au départ. Le départ était, en fait, l'écriture du livre suit la lecture, c'est-à-dire la progression de l'histoire. Au départ, Barnabé revient donc dans une petite ville côtière. Il a été accusé de meurtre, mais il n'y avait pas assez de preuves. Donc, il a échappé à la prison. Il a quand même dû être interné pendant plusieurs mois. Il s'est refait une santé. Il est devenu jardinier. Mais l'entreprise a fait faillite. Donc, il rentre chez ses parents. Ça, c'est vraiment le point de départ du livre. C'est comme ça que je l'avais conçu. Et l'idée, après, c'était de se poser la question, est-ce qu'il est coupable? Est-ce qu'il n'est pas coupable? Est-ce qu'il est le coupable idéal? Comment il aurait fait pour cacher les preuves? Donc j'étais partie sur plutôt un thriller. C'est-à-dire pas vraiment d'enquête policière, mais une histoire un peu inquiétante avec un doute. Est-ce qu'il est coupable ou pas? Parce que c'est simple. Le thriller repose souvent sur une question assez simple. Et ensuite, j'ai commencé à développer des personnages secondaires. Et comme il y en avait de plus en plus, j'ai changé la forme en cours d'écriture. Je me suis dit, bon, tant pis, je vais faire un roman choral. Et comme par ailleurs, alors par contre, j'ai quasiment jamais lu de roman choral de ma vie, donc entre-temps, j'en ai commandé quelques-uns, j'ai redécouvert. C'est hyper. Il y en a de très bons d'ailleurs que je pourrais conseiller éventuellement, des bien meilleurs que les miens. Et ensuite, voilà, ça s'est créé comme ça. Et en plus, ça m'a permis. Moi qui ai beaucoup d'idées, beaucoup d'histoires en tête, j'ai toujours voulu écrire des nouvelles. Ça m'a permis en fait d'élargir un peu mon champ de création, de faire une histoire, puis une autre, puis un autre personnage, puis un autre. Enfin, c'était sans fin à la fin. Et j'ai vraiment dû m'arrêter pour pas faire 800 pages. C'est devenu totalement addictif. Comme une série. Oui, c'est ça. Je regarde. On regarde tous beaucoup de séries, on a beau dire ce qu'on veut. Et oui, on lit moins et on regarde beaucoup plus de séries. Donc autant que les séries servent aussi à quelque chose dans la création et nous inspirent en tant qu'artistes. Mm-hmm. Vous avez dit juste avant que vous aviez envie de reproduire l'ambiance justement d'une série policière un peu vieillotte. Moi, je me demandais si ce roman, à certains égards, est un exercice de style, une parodie de polar, parce que ça fait appel à tous les codes du genre. Les victimes vulnérables, vous l'avez dit, un suspect idéal, à travers la figure du harceleur qui souffre de troubles mentaux, des policiers défaillants. Et justement, ce qui m'a marqué, c'est que l'un des policiers, Thomas, se rêve secrètement justicier et il est amateur de romans de seconde zone dont les titres et les intrigues émaillent le récit. Je donne un exemple, page 44. Thomas vient de lire « La mort en cage d'une seule traite ». Il a sauté certains passages, surtout les dialogues, trop nombreux et particulièrement poussifs. En refermant le livre, il ressent un peu de honte à aimer ce type d'intrigue violente et immorale. Donc, est-ce que c'est une mise en abîme? Est-ce que vous aviez envie de vous exercer, vous aussi, à ce genre littéraire? Le polar un peu... Alors, la mort en cage, c'est un type, si mes souvenirs sont bons, c'est un tueur en série qui enferme des jeunes hommes nus dans des cages et qui les regarde mourir. Donc, non, je n'ai pas envie, a priori. Enfin, j'espère. Je ne peux pas quand même dire que j'ai envie d'écrire. J'ai donné un exemple parmi tant d'autres. Non, mais je charrie. Je ne sais pas ce qui m'a pris d'écrire ça. Oui, j'aime... En plus, j'ai aucun modèle à proposer parce que je me suis quand même retrouvée dans une librairie. Vous voulez lire le passage? Ah non, j'ai honte. Non, j'ai trop honte. Non, mais je me suis retrouvée dans une librairie à Bordeaux où la libraire avait cherché sur Google ou Amazon, j'espère qu'elle n'a pas regardé sur Amazon, les titres. Elle pensait que les livres existaient vraiment, elle voulait les lire. Donc ça me paraissait quand même très inquiétant, parce que bien sûr, ces livres n'existent pas. C'est une sorte de version, mais ça vous dit rien, vous êtes trop jeune, vraiment, et vous avez raison, de SAS, ça vous dit quelque chose? Ah, bon, on voit les... SAS, comment on peut résumer SAS? C'est un espion qui fait le tour du monde et qui résout, c'est même pas des énigmes, c'est des histoires d'espionnage particulièrement violentes et misogynes et homophobes. C'était des trucs, mais vous imaginez même, je pense que vous ouvrirez un livre comme ça aujourd'hui, vous seriez choqués. Et vous auriez raison, mais il y avait une sorte de violence, et c'était assez bien écrit, et c'était géopolitiquement très intéressant, parce qu'on voyageait, mais c'était genre nos pères ou nos grands-pères qui lisaient ça. C'était vraiment la honte. Et je cherchais une version, je cherchais à créer en fait une sorte de thriller justement immoral, amoral, mais beaucoup plus queer et beaucoup moins
oui, évidemment moins misogyne, évidemment moins vulgaire, etc. Donc ça m'amusait de jouer avec ces codes. Mais jamais je lirais ce genre de... Je pense pas que je lirais ce genre de bouquin, je pense pas que ça m'amuserait. Mais c'est important de... Enfin, je vais pas trop révéler le livre, mais le lecteur, Thomas, qui est un flic, les lit pour une raison particulière. En fait, ces livres-là révèlent sa personnalité, ce qu'il aime, par quoi il est attiré, aussi qui il est vraiment au fond de lui. Je ne vais pas spoiler. Mais c'est une sorte de miroir un peu déformant. Après, on a tous... Enfin, moi, j'aime beaucoup le cinéma d'horreur. Parfois, j'aime des choses très violentes et qui ne me ressemblent absolument pas. Mais on en revient à la psychiatrie, au fait que je suis fou. Non, mais on en revient au fait qu'on est attiré par des choses qui, voilà, parfois qui nous dérangent. Mais il faut... Voilà, ça fait partie de la nature humaine. On est profondément ambigu. Alors, tout ce que vous venez, vous venez de dire, j'allais dire, va être retourné contre vous. En plus, je suis filmée, ça ne va pas du tout. Voilà, je vous passe à la question. Et il y a une question d'Olga qui évoque notamment, vous venez de dire que vous vouliez faire un livre moins misogyne que les SAS, mais dans les discussions autour du livre, on s'interrogeait sur ces pauvres victimes qui sont toujours des femmes vulnérables, oui, etc. Olga. Et Olga, c'est une question un peu plus générale sur le style et sur l'ironie qu'elle va vous poser en lien avec les faits sociaux, mais je la laisse poser sa question. Oui, c'est bon comme ça. Oui. Donc, ma question n'était pas pour dire que vous êtes misogyne, c'est pas du plus tout, intéressant que ça. De façon générale, on s'interrogeait sur oui, le statut de ces pauvres femmes. Non, en fait, je me disais juste que vous ponctuez vos récits d'ironie. Et dans les passages qui sont assez sordides, c'est ça qui nous fait sourire aussi, malgré nous. Mais cet outil vous sert... Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'il vous servait à pointer du doigt des mécanismes sociopolitiques, de la misogynie structurelle, mais aussi juste la gentrification, parfois, et les bobos qui s'approprient des quartiers. Mais du coup, ça implique quand même une certaine connivence avec votre lectorat. Et on se demandait comment vous établissiez, vous, dans votre œuvre, les frontières entre ce qui est dissible ou pas, et surtout ce qui est compréhensible comme ironique, pour pas que ce soit mal interprété. Est-ce que vous avez cette peur que ce soit mal interprété, ou est-ce que vous estimez que votre lectorat porte un regard assez similaire au vôtre, finalement ? C'est une question très intéressante. Il faut que j'y réponde de manière intelligente. Que ça soit mal interprété, oui. De toute façon, à partir du moment où il y a de l'humour et de l'ironie, si le lecteur ne comprend pas l'ironie, bien sûr, ça peut jouer contre moi. Et c'est vrai que j'avoue que je me suis posé la question, notamment parce que je me rendais compte que dans beaucoup de mes romans, c'est vrai que les personnages féminins n'étaient pas épargnés. J'avais un roman qui s'appelle État d'ivresse, où la narratrice souffre d'alcoolisme. En plus, elle vit avec son adolescent qui a 17 ans. Et ils ont un rapport très violent. Et je me disais, bon, encore une femme alcoolique. Après, on va encore me dire... Non, mais c'est vrai, on se pose ce genre de questions. Mais après, d'abord, la littérature, je vais faire une réponse un peu généraliste, un peu facile, mais c'est quand même un lieu... Enfin, l'art, en général, est quand même un lieu de création et de liberté totale. Surtout, là, je fais de la fiction. Enfin, ça paraît clair que je fais de la fiction. C'est pas en l'autobiographie ou l'autofiction, c'est un peu plus compliqué. Mais disons que j'explore toutes les facettes de ma personnalité et d'autres personnalités. J'essaie de créer des liens avec des lecteurs. Donc oui, il y a des personnages qui sont profondément malaisants et avec qui je ne suis absolument pas d'accord, notamment politiquement. Mais j'espère que le lecteur voit à peu près où je me situe. Et j'ai presque envie de dire, même s'il ne voit pas, c'est pas très très grave parce que c'est pas le lieu, en fait. Mais par exemple, pour donner un exemple beaucoup plus concret, il y a sur le féminisme. Il y a un personnage dans le roman, je ne vais pas dire qui, je ne vais pas dire quel moment du roman, je ne vais pas spoiler, mais qui a un discours féministe totalement arriéré sur les victimes, comme quoi les femmes ne devraient pas être victimes et qu'elles devraient sortir la tête haute et qu'il n'y a pas de raison, etc., etc. Mais ce personnage-là est visiblement taré. Si le lecteur ne comprend pas que le discours qui est porté par ce personnage est en fait quelqu'un qui souffre d'un grave trouble psychiatrique, là je peux pas faire davantage. Mais c'est vrai que chaque personnage incarne parfois, une idée, pas une idée politique, mais c'est, par exemple, MeToo, moi ça m'a énormément intéressé. Il y a quand même une réflexion sur le féminisme dans le bouquin,
clairement. Pour ce qui est des bobos, la gentrification, c'est un peu plus gentil. Mais c'est vrai, moi j'ai vécu aussi quelques années dans cette petite ville. Enfin, j'avais une petite maison. Et oui, c'est un vrai problème aujourd'hui. Comment se logent les gens, comment la peur de... J'allais dire la peur de l'étranger, parce qu'il est aussi question de migrants, la manière dont on traite les gens qui viennent des grandes villes, les urbains versus les provinciaux, entre guillemets. Donc tout ça, ça nourrit ma réflexion et j'essaie de... Mais je porte un regard amusé dessus, pour pas juger de manière trop définitive. Oui, vous parliez de la relation entre le texte et... alors, je vais recommencer ma question parce que, en fait, vous avez parlé d'autofiction et de la distinction que vous faites avec ce type de texte. Et ça m'envoie à une tribune que vous avez co-signée en 2018 dans Le Monde en faveur d'un roman monstre. Je cite, pour dire notre époque monstrueuse, il faut des romans monstrueux. Une narration ne suffit pas à faire un roman. Et au contraire, il s'agirait de dire le réel d'une manière immédiate, quitte à faire des livres déroutants. Donc, ça peut effectivement être... on peut risquer de perdre le lecteur dans ces conditions. Mais il y a néanmoins l'ambition de refléter des faits sociaux. Or, ce qui a encore nourri la discussion ce matin, c'est la distinction entre cette fiction, effectivement, on a bien conscience de lire un livre qui ne prétend pas être un livre de sociologie, mais qui reflète peut-être pas exactement la situation, les féminicides en général, qui sont souvent commis par des proches. Ici, il y a une piste qui s'avère finalement une fausse piste. Il y a un mari violent. C'est une fausse piste, je n'en dirai pas plus. Non, bah bravo. Je ne vous dirai pas qui. Peut-être que si. Peut-être que je brouille les pistes. Non, mais en tout cas, ça n'est pas exactement. Voilà, c'est trop tard. Vous ne voudrez plus le lire. En tout cas, ça n'est pas exactement ce qu'on croit, et donc ça ne reflète pas le fait social. Est-ce que vous assumez, c'est-à-dire la majorité du temps, on sait aujourd'hui que c'est pas l'inconnu du parking qui malheureusement inflige des violences aux femmes. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose dont vous tenez compte pour écrire? C'est-à-dire, voulez-vous être fidèle aux analyses sociologiques, ou bien vous vous autorisez justement des chemins de traverse en vous disant que votre responsabilité d'auteur n'est pas là? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, la fiction... Il faut bien distinguer la fiction du réel. La fiction est là pour décaler le réel. Elle n'est pas là pour le représenter de manière fidèle. C'est une photographie, c'est un instantané qui ressemble à notre réalité, mais qui est en même temps différent. C'est pour ça que d'ailleurs on est autant attiré par la fiction. Et contrairement à ce qu'on dit, j'adore ce genre de phrase, c'est vrai que l'autofiction est de plus en plus présente en littérature, mais quand on regarde les chiffres et de manière globale, on voit bien que ce que les lecteurs consomment, c'est d'abord de la fiction. Alors c'est de la romance, c'est de la bande dessinée, ça va être du roman de genre, du polar, etc. Donc la fiction a toujours été en force, tout simplement parce que l'homme a besoin de fiction pour comprendre le réel, il a besoin de récits. Donc l'autofiction, ça ne représente rien, c'est un sous-genre littéraire qui, par ailleurs, a explosé grâce à la télé-réalité et aux réseaux sociaux, parce que les gens adorent se mettre en scène. Vous avez compris que j'adore l'autofiction. Mais voilà, le lecteur ou le spectateur recherche la fiction. Donc, instantané, moi, j'essaie de comprendre le réel en le décalant, en le déplaçant. Après, il y a le genre, le polar. C'est pas une obligation, mais le thriller ou le roman policier peut dénoncer la société. C'est sa force. Parce qu'en fait, dans le polar ou dans le thriller, il y a des meurtres, il y a des enquêtes, donc il y a de la violence. Donc le lecteur l'écrivain indique au lecteur que le monde est violent, qu'il y a des problèmes, notamment de violence domestique. Par exemple, le thriller domestique ou le thriller psychologique parle beaucoup de la violence domestique. Moi, ça m'a toujours intéressée. Donc oui, je me saisis du genre polar-thriller, enfin de plusieurs sous-genres,
pour dénoncer des choses qui me paraissent évidentes, c'est-à-dire la manière dont, par exemple, les migrants sont traités. Alors, c'est deux petites scènes, mais je pense qu'on comprend clairement où je veux en venir. Je parle évidemment de la violence domestique, parce qu'en effet, c'est la majorité des homicides, c'est la violence domestique. Mais après, c'est un polar. Donc, bien sûr que c'est souvent les maris ou c'est souvent les maris qui tuent leurs femmes. Mais comme c'est un roman policier, il faut que je détourne aussi l'attention du lecteur. Donc, c'est une fausse piste. Mais c'est pas, cette fausse piste-là, elle n'est pas pour dire que je me détourne de mon objectif principal, qui est d'attirer l'attention sur là où réside la vraie violence. Mais c'est juste une liberté que je prends. Mais je pense qu'on comprend dans le livre que le danger ne vient pas des migrants, mais qui vient plutôt de la famille et des proches. Ce qui, en général, est le cas. Et ce qui est... voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais... Alors, je demande Est-ce que... J'ai aux l'impression étudiants... de faire un examen. Ah oui, c'est dur. Hein. Est-ce que je réponds? Est-ce que cette réponse vous semble éclairer votre lecture d'un œil singulier? Oui. Alors, c'est formidable. Et vous parliez de l'importance du récit. Et effectivement, pour un auteur, dans le cadre... Enfin voilà, dans le cadre de rencontres littéraires, on s'intéresse au texte. Effectivement, c'est peut-être la meilleure réponse à ces questionnements sur le rapport, enfin la responsabilité de l'auteur vis-à-vis de la société. Finalement, on répond par la littérature. Et il y a un passage qui a été d'ailleurs cité en 4e de couverture, et que j'aimerais bien que vous lisiez sur l'importance du récit lorsque Barnabé s'entretient avec son avocat. Ah oui. Ok. Je vous ai dit que l'important, c'est le récit, Barnabé. Vous préférez être fou ou coupable? Ni l'un ni l'autre, en fait. Vous n'allez tout de même pas me dire que vous êtes innocent. J'ai aimé Clarisse, j'ai aimé Rosalie, je les ai aimés plus que moi-même. Et puis plus rien. Vous voulez quand même pas que je vous réexplique les papillons? Je ne pense pas que cela soit nécessaire, Barnabé. Vous n'avez jamais aimé follement quelqu'un, maître? Durant quelques secondes, maître Perrand reste interdit, comme s'il ne comprenait plus le sens des mots. Puis il reprend. Donc vous vous considérez comme innocent? Je suis innocent. De toute façon, le concept, c'est de le démontrer, non? Peu importe si c'est vrai. Vous savez, je vous ai écouté la fois dernière à l'étude. Vous avez tout à fait raison, monsieur Chevalier. Démontrer, construire un récit solide tout en détricotant celui de l'adversaire, c'est-à-dire de la police, même si notre respect pour elle est immense. D'habitude, ce n'est pas une chose facile, puisque de facto, les avocats n'ont pas, lors d'une garde à vue, accès au dossier. Oui, je sais, l'alu, comme diraient les jeunes. Tellement l'alu que personne ne se révolte contre cette grossière manœuvre qui consiste à empêcher la défense d'effectuer son travail. Par chance, votre mère a eu la présence d'esprit, l'intelligence, le génie d'anticiper cette situation et de venir me voir. Or, j'ai cru comprendre qu'un témoin vous a vu faire le pied de grue devant la maison de la victime. La voisine la plus flippante que j'ai vue de toute ma life. La pauvre a été victime d'un terrible accident. Une voiture l'a fauchée alors qu'elle traversait la route, juste devant chez elle. Il paraît que ce n'était pas joli à voir, que son corps a été retrouvé en plusieurs morceaux. Pas de bol. Et donc, plus de témoins? Exactement. S'ils ne sortent pas un autre témoin du chapeau, s'il n'y a pas votre ADN partout dans la maison, ils abandonneront les poursuites. Merci. Coup de chance que ce témoin ait été découpé en plusieurs morceaux. Coup de bol. Hasard ou... Hasard ou coïncidence? Et c'est vraiment le texte qui permet donc de jouer avec le lecteur, on l'a compris. Comment vous travaillez ce rapport entre... tout à l'heure, vous disiez que normalement, on devrait pouvoir saisir l'ironie et l'intention dans les propos, mais vous brouillez aussi pas mal les pistes entre les différentes voix, pour le coup, pas seulement la voix de Barnabé, mais les voix des différents protagonistes. Donc on peut s'éparpiller. Comment c'est travailler cette adresse indirecte au lecteur au fil de l'écriture? Je m'en rends pas. En fait, je m'en rends pas vraiment. Enfin, je m'en rends pas compte. Ça vient tout seul. C'est intuitif. Non, mais c'est. Je pense qu'on est dans une ère beaucoup du. Enfin, ça fait longtemps qu'on est dans une ère du postmodernisme. J'adore sortir ce genre de terme. Du méta. Il y a quand même. En plus, encore une fois, avec les séries et cette manière de consommer aujourd'hui les récits, les histoires, qui font que les lecteurs sont quand même beaucoup plus attentifs, ils connaissent mieux, ils connaissent les gens, ils savent la manière. On peut jouer avec eux, avec les clichés.
Donc, c'est devenu assez naturellement. Moi, j'aime bien les livres où on réfléchit aussi un peu justement sur la littérature, sur le récit. Allez, mais ça aussi, vous êtes trop jeune. Quoique ça revient, je ne sais pas si vous vous rappelez des films Scream, qui étaient des... Voilà, tout le monde est OK, donc ça marche toujours. Mais c'est vrai que ça a été un gros bouleversement dans le cinéma d'horreur et dans le thriller, où pour la première fois, on jouait délibérément avec le spectateur, et on lui indiquait toutes les règles, mais on arrivait encore à faire peur. Enfin, en tout cas, nous, on avait très peur. Dans les ciné, on sursautait encore sur nos sièges. Et oui, je pense qu'aujourd'hui, on peut comme ça brouiller les pistes et jouer avec le lecteur sans que ça paraît naturel. Enfin, on a une autre manière, je trouve, de consommer la fiction et le récit. Et je pense qu'il faut moins prendre le lecteur pour un idiot qu'on pouvait le faire il y a peut-être une 30aine d'années. Mais je me dis pas, je vais réfléchir sur le concept de récit. Mais là, ça tombe bien parce qu'il y a l'avocat, et ben ça, tout le monde le sait. Enfin, je veux dire, s'il n'y a pas de preuves, quel récit on va construire? Vous le voyez bien quand les avocats font le tour des plateaux, et c'est comme le storytelling, c'est pareil, c'est quel récit on construit, qu'est-ce qu'on va garder, et est-ce qu'on va y croire? Vous voyez bien que les élections récentes aux États-Unis, il y a des storytelling qui se sont comme ça échafaudés petit à petit. Et puis après, comme disait ça me fait rire, mais ça m'a pas fait rire la semaine dernière, mais il y avait une analyste politique qui disait de Trump que c'était du fairy tale 101. C'était vraiment la base du récit. C'est vraiment le monde va mal, je vais venir vous sauver. Mais les gens y croient. Donc, c'est pour faire la petite... parler un peu de politique. Voilà, pour le comme lien ça, avec quand on regardera l'actualité. cette vidéo dans 20 ans, on se souviendra que c'était pendant l'élection de Trump. Voilà, juste après. Et pour inscrire cette rencontre dans une perspective plus historique, littérairement, transition complètement improvisée, vous parlez de vos sources d'inspiration plutôt mainstream, Scream, SAS, mais vous avez aussi mentionné d'autres sources et je vais laisser la parole à Ninon. Bonjour. Lorsque vous évoquez vos inspirations, vous mentionnez Kafka, vous mentionnez aussi les contes des frères Grimm et d'Anderson. Je voulais savoir comment vous mélangez ces différentes sources d'inspiration. Merci de rappeler Kafka, parce que c'est vrai qu'après SAS, j'en ai pas beaucoup d'SAS. Je viens de déménager mon bureau, je l'ai fait avant-hier, j'ai 5 SAS. Donc, et combien de Kafka, c'est ça je les ai tous. J'ai la Pléiade, mais je les ai pas tous lus. Et les contes de Grimm, alors c'est simplement parce que je suis donc née en Allemagne, j'ai grandi quelques années là-bas. Donc les petits Allemands, encore aujourd'hui, sont très influencés par les contes de Grimm. On les lit, on les écoute sur des livres audio. Ça fait vraiment partie de la culture germanique, beaucoup plus que les contes de Perrault, par exemple, en France. Donc on les connaît, moi je les connais par cœur parce que avant même de savoir lire, je les écoutais sur des cassettes. Donc j'entends qu'en plus c'était des très très grands comédiens allemands de l'époque qui les disaient. Donc c'est le côté un peu voix que j'entends dans ma tête, ça vient vraiment de là. C'est pas la psychiatrie, c'est vraiment que quand j'étais enfant, j'entendais des voix. C'est le conditionnement culturel. Oui, c'est un conditionnement culturel très fort. Et puis j'aime beaucoup le conte. Kafka, c'est venu plus tard, mais c'est un auteur qui m'a attiré très très vite par, évidemment, je ne sais pas si vous avez lu Le Procès ou au moins La Métamorphose, ça fait partie des grands classiques. Et après, c'était quoi la question? Pardon, je me souviens plus. Comment vous mélangez ces comment je mélange? En fait, je devrais pas vous dire ça. Je pense que c'est la chance de ne pas avoir fait trop d'études. Non, en fait, il y a plusieurs types d'auteurs, d'écrivains. Il y a des auteurs, il y a beaucoup. Bon, il y a des écrivains journalistes. Bon, moi, j'étais longtemps journaliste. Il y a des écrivains profs. Il y a beaucoup de profs qui font écrivain parce que comme on gagne pas sa vie avec ça, il faut bien trouver un métier. Donc, il y a des profs de lettres, il y a des profs de fac. Mais j'ai pas longuement étudié la littérature. Aussi étrange que ça puisse paraître, je me suis arrêtée assez vite. Après, je suis devenue journaliste. Donc, j'avais pas un rapport à la littérature très universitaire. Et comme quand j'étais gamin, je lisais un peu pas tout et n'importe quoi, j'allais pas en prof, pour le coup très très intello. Je regarde parce qu'on les a connus. On a comme voilà,
Je l'ai connue quand j'avais 12 ans, 13 ans. Voilà. C'est assez bizarre d'ailleurs de me retrouver ici. Mais eux très lettrés, donc un peu qui me forçaient à lire des grands classiques. Donc quand j'étais gamin et ado, je me suis rebellée assez vite. J'ai beaucoup lu par ailleurs Stephen King, beaucoup de littérature horrifique. Je me suis beaucoup intéressée aux romans de genre et au mauvais genre, à une époque où vraiment King, c'était la honte de le lire. Il n'était pas du tout considéré comme un grand écrivain. Et donc j'étais assez peu littéraire. Après j'ai fait des études, j'ai commencé quand même à lire des grands auteurs. Je me suis un peu rattrapée. Mais j'ai aucun problème avec le fait de passer de Tchekhov, là je relisais, pour faire un peu quand même l'intello, pour dire j'ai relu Tchekhov, ou lire de grands textes, Kafka, Tchekhov, d'autres grands auteurs, là j'ai relu un Balzac récemment, et ensuite passer à SAS, à Agatha Christie, regarder une série, puis reprendre, bizarrement, ça m'a commencé à un peu m'inquiéter quand je suis arrivée à Paris il y a une quinzaine d'années, quand j'ai découvert le milieu littéraire, où j'avais vraiment l'impression parfois d'être un peu débile mental par rapport à des gens qui avaient fait Normal Sup, qui avaient fait de longues études, et je me disais... et qui citaient, en plus c'est ou qui ont fait de la philo, donc qui ont toujours plein de citations dans leur besace, comme disait machin, comme disait... Toi, je disais, mais j'ai même pas un début de citation, enfin un parking, vaguement. Donc, ce qui m'a longtemps posé pas problème, mais qui m'a un peu, qui me faisait sentir un peu différent et à part et pas au niveau, finalement m'a libéré. Bon, c'est avec l'âge aussi. Après, on s'en fout. Vous avez évoqué votre carte de journaliste. Vous avez été aussi traducteur de plusieurs œuvres allemandes. Est-ce que ça aussi, ça peut influencer votre façon d'écrire et comment ? Alors, pour la traduction, j'ai traduit 4 bouquins, mais il y a longtemps. Donc, c'est bien déjà que vous n'avez pas dit que... Enfin, bien. Parfois, les gens me présentent comme un traducteur que je ne suis pas. J'avais traduit tout au début de ma carrière d'auteur parce que j'avais besoin de gagner ma vie. Et donc, je me suis mis à traduire de manière un peu compulsive et d'enchaîner les contrats. C'est hyper dur, la traduction. J'ai une admiration vraiment... sans borne pour les traducteurs. Moi, ça m'a pris 2 fois plus de temps qu'un traducteur professionnel. Donc ça ne m'a pas fait gagner ma vie. Mais j'ai appris beaucoup en traduisant parce que c'est vraiment le traducteur, c'est celui qui en fait lit le texte le plus de fois. Plus que l'éditeur, plus que l'auteur lui-même, au fond. Parce qu'on passe notre temps à regarder, à décortiquer. Il y avait un bouquin que j'avais traduit qui m'a vraiment beaucoup aidé en littérature, enfin en écriture. C'est un bouquin qui s'appelait Les Pleureuses, mais en anglais c'est mieux, c'est A Separation. Mais ça marchait pas, une séparation en français, pour plein de raisons, parce qu'il y avait trop de livres qui s'appelaient comme ça. Et c'était un monologue intérieur d'une femme qui recherche un mari disparu. Et ça m'a... Une fois que j'ai traduit ce bouquin, j'ai pu finir mon 3e roman, et ça m'a totalement ouvert plein de perspectives d'écriture. Je pensais pas qu'on pouvait écrire comme ça, en fait. Donc ça m'a libérée. Et journaliste, oui, ça vous apprend, en plus j'étais journaliste télé, donc ça vous apprend à écrire de manière courte, concise, efficace et à adresser un message. Évidemment, ça aide. Évidemment. Mais... en termes de méthode, quoi. Ouais, c'est une bonne méthode. Et puis j'étais journaliste culturel, je bossais à Arte, j'ai rencontré plein d'écrivains. Donc, ouais, forcément, ça... Mais je pensais pas que c'était... Enfin, une fois qu'on passe de l'autre côté... Ça peut être inhibant aussi, non ? De rencontrer des écrivains ? De les interroger, de voir la diversité des méthodes. Parfois, ça peut rendre humble. Enfin, je sais pas, je vous pose cette question. Peut-être parce que j'interroge beaucoup d'auteurs et que... Non, je me souviens plus. Non, je trouvais que... j'avais eu la chance de rencontrer Paul Auster, enfin vraiment des très très grands... John Irving, tout ça. Bon, alors que je suis pas un grand connaisseur de la littérature américaine. J'ai rencontré aussi des auteurs français qui m'ont beaucoup marqué. Mais non, ça me... C'est stimulant, au contraire. C'est stimulant, ils sont souvent intéressants, les écrivains, dit-il en train de parler. Non, mais c'est plus... Non, mais dans le sens où je recontextualise, par rapport à un musicien ou un comédien, les écrivains ont plus de choses à raconter en général. C'est vrai. Le pire, ce sont les peintres. C'est pas le même moyen d'expression. Ah bah non, si ça se saurait, s'ils savaient s'exprimer par des mots. Bah oui. Donc c'est toujours une tannée de les... La balle perdue. Non mais je suis très admiratif, des peintres.
Mais c'est vrai que quand on manie le langage, on est censé pouvoir parler plus facilement. Ouais, je dis du mal des peintres, je suis en train de m'étouffer. Esprit de Picasso, si tu es là. Alors, vous avez parlé du travail éditorial aussi, et Clara a une question à ce sujet. Oui, bonjour. Bonjour Clara. Nous sommes ici plusieurs à se former au métier d'éditeur, donc forcément on est un petit peu intéressés par ce sujet. On se demandait comment vous envisagiez la relation avec l'éditeur et si c'était différent en tant qu'auteur et en tant que traducteur, parce que c'est pas tout à fait les mêmes tâches qu'on va avoir et les mêmes rapports. Donc, quelle était oui, votre manière d'envisager ce travail commun, surtout que vous avez travaillé pour différentes maisons en tant qu'auteur et en tant que traducteur? Alors, en tant que d'ailleurs, j'ai reçu un mail de mon éditrice pour mon prochain manuscrit. Je peux vous dire ce que c'est le rapport avec l'éditeur. Comment non, je l'aime beaucoup. Ah, maintenant, je suis filmée. Non, il a été super. Manon, ton mail a été super. Il m'a remis sur le droit chemin. Alors, ça se passe dans le meilleur des cas, quand l'éditeur fait bien son boulot. Parce que moi, je donne beaucoup d'ateliers d'écriture aussi. Et ça fait des années que je fais ça. Et que je suis aussi des manuscrits. Dans le meilleur des cas, on dit à l'auteur, voilà ce qui va pas. On commence toujours la technique du sandwich, vous connaissez. Donc on essaye de trouver le livre dans le livre, parce que on n'a pas forcément un recul quand on est auteur. Donc par exemple, pour Amour fou, clairement, il y avait des choses, la voix de Célia, cette meilleure amie, j'ai dû la retravailler parce que dans ma grande misogynie, dans ma méconnaissance de la gente féminine, il y avait des choses qui n'allaient pas. Non mais j'exagère, mais même j'ai des agents aussi, et qui m'ont dit, une femme ne réagirait pas comme ça, tu vois, il faudrait le faire comme ça, etc. Donc ça, on travaille comme ça en général. S'il y a des choses qui ne vont pas au niveau de l'intrigue, des choses qu'on a oubliées d'expliquer, justement, est-ce que le ton à retravailler, après on a des des relecteurs qui ensuite regardent vraiment, ça peut paraître bizarre, mais il y avait, je me souviens, dans un de mes bouquins, ils vont même regarder les marques des baignoires ou du mobilier pour dire ça va pas, par exemple, elle peut pas s'enfoncer dans une baignoire parce qu'elle est trop petite, etc. Il y a des choses hallucinantes, il y a énormément de travail dans l'ombre qui est fait autour d'un bouquin. Mais l'éditeur est là pour vous accompagner, pour comprendre ce que vous avez voulu faire, parce que vous ne pouvez pas toujours, encore une fois, avoir le recul nécessaire. Et par exemple, je me souviens d'état d'ivresse. C'était une autre éditrice à l'époque, et elle avait senti que j'avais remis un manuscrit, mais que je voulais parler de la solitude, de l'isolement et de l'alcoolisme, mais c'était noyé dans une autre histoire, totalement alambiquée. Donc voilà, l'éditeur après vous fait comprendre, c'est peut-être ça qu'il faudrait que tu travailles. Pour la traduction, c'est très différent. Pour la traduction, le texte existe, et plus quels sont les temps verbaux parfois qu'on doit choisir, ça paraît dingue, mais moi je sais qu'il y avait un livre que j'avais traduit au passé composé et pas au passé simple, et que ça avait créé quelques petites discussions, parce que je trouvais que le passé simple était trop vieillot pour la voix du personnage, d'autant que c'était un monologue intérieur, et que moi je n'aime pas quand je lis des monologues intérieurs ou des dialogues où les gens, les personnages parlent en disant « ce fut une belle journée », je trouve ça grotesque. Mais en France, on aime beaucoup le passé simple parce que c'est le temps littéraire par excellence. Donc on peut avoir des frictions avec l'éditeur en disant quel est le temps verbal que je choisis et le ton. Et après, il regarde, non, si on ne s'est pas trompé, s'il y a au niveau parfois du vocabulaire, mais c'est très... Après, je ne suis pas assez calée en traduction. Vous faites de la traduction? Non, vous étudiez la traduction ici ou pas du tout, non? Vous avez des cours un peu... Vous savez, est-ce qu'on doit traduire de manière littérale ou est-ce qu'on peut améliorer, est-ce qu'on peut adapter, etc., etc. Ça, c'est par exemple des réflexions que moi j'ai eues en tant que traducteur totalement novice. Mais je pense que quelqu'un qui serait dans une école de traduction aurait un autre discours. Mais j'avais, pour vous donner un exemple, le premier livre que j'ai traduit, c'était un polar allemand qui était pas génial. Hein. Ça se passait dans un chalet, c'était glauque, donc on m'avait choisi pour ça. Et je trouvais que c'était pas très bien écrit, donc j'avais considérablement amélioré le style. Et l'éditrice m'a dit, écoute, c'est bien, hein, c'est bien écrit, mais tu as trop changé en fait. Enfin, il faut que tu restes beaucoup, beaucoup plus proche du texte. Donc voilà, il y a ce genre de discussion qu'on peut avoir avec les éditeurs.
Mais après, je veux pas Voilà, je vous donne la version vraiment parfaite et hyper intéressante, intellectuellement stimulante, etc., etc. Mais il y a des boîtes où parfois il y a trop de bouquins à relire, trop de travail, et le travail est torché en un mois. Prenez un exemple, vous voyez qui c'est, Bret Easton Ellis. Moi, j'adore. Son dernier livre s'appelle Les Éclats de Charles. Il faut vraiment le lire en anglais, parce que là, typiquement, c'est un bouquin qui a été, parce que je me suis renseignée après, il a été traduit, il n'était pas encore sorti aux États-Unis, il a été traduit très très rapidement, et vraiment très rapidement, et par, je pense, une personne qui n'était pas du tout faite pour traduire une histoire de jeunes où il est question d'un tueur en série. C'est hyper sexualisé, il y a des dialogues hyper bien, c'est très politique, etc. Et moi, je trouve que la traduction est atroce. Mais c'est atroce. C'est genre les personnages passent leur temps à dire « Tu es OK avec moi ?» « Ouais, je suis OK. Et toi, t'es OK ?» Enfin, Mais vous voyez, je pense que ça n'a pas été bien relu, pas bien travaillé par manque de temps. Et que de toute façon, le lecteur ne va pas se révolter. Enfin, avoir une exigence par rapport à la qualité de traduction, c'est hyper important, mais parfois, voilà. Et surtout mais ça, vous devez le savoir, surtout en anglais, où c'est hyper... vous savez que c'est hyper compliqué l'anglais, mais vous savez que l'anglais, en plus, n'est pas le même à New York qu'en Australie, etc. Enfin, moi, quand j'ai traduit le roman, qui est un roman américain, donc traduit de l'américain, il y avait des mots, des phrases, des expressions que des amis à moi anglophones ne comprenaient pas. Donc ça, c'est difficile. Et après, il faut rendre un ton, il faut rendre une... Prenez par exemple des auteurs comme King, qui fait parler beaucoup de la classe moyenne, ou de la classe vraiment de ce qu'ils appellent les rednecks, etc. Et souvent, les dialogues sont complètement ratés en traduction, parce qu'on n'a jamais vraiment trouvé le bon ton. L'équivalent, mais c'est hyper compliqué. C'est pour ça que je disais que pour moi, les traducteurs sont vraiment c'est un métier que j'admire. Ils n'ont pas toujours le temps nécessaire pour bien faire leur travail. Les éditeurs n'ont pas toujours le temps pour bien relire et bien avoir les échanges que moi j'ai eu la chance d'avoir. Donc mais si vous devenez éditeur et vous bossez en édition, il faut être exigeant. Parce que c'est de vous dont dépend beaucoup de choses. Alors, j'avais prévu une dernière question, mais vous me faites penser à une question subsidiaire sur la traduction éventuelle de vos propres romans. Est-ce que c'est déjà le cas? Est-ce que c'est prévu Non, dans d'autres langues? J'aimerais bien l'allemand. Donc, il a toujours été... les livres sont toujours parvenus aux éditeurs allemands, mais pour l'instant, personne n'a encore proposé. Alors, là, c'est pareil. Hein, malheureusement, le marché est hyper saturé. Il y a très très peu de romanciers français qui sont traduits à l'étranger. Ce qui d'ailleurs est une... À part Michel Houellebecq. Ouais, après moi j'aimais bien Houellebecq jusqu'à une certaine époque, on va dire, jusqu'à certains bouquins. Mais là aussi c'est un autre débat. Mais voilà, qu'est-ce qui fait passer comme idée, et finalement est-ce qu'on est d'accord ou pas avec lui, mais pour moi c'est de la fiction, donc ça ne m'a jamais gêné. C'est vrai qu'à partir du moment où il a commencé à donner des interviews dans Valeurs Actuelles et à dire des choses absolument atroces, mais jusqu'à présent, il ne l'avait pas fait. Donc, c'était difficile de juger le texte. Et par ailleurs, personne n'oblige à lire un roman. Enfin, personne ne vous met un gun sur la tempe pour dire « Tu vas lire ce roman, même si c'est gênant ». Donc, voilà, pour fermer cette discussion. Mais non, le marché est très, très compliqué. Et souvent, à l'étranger, on n'achète vraiment que les auteurs très, très, très connus. Ce qui est par ailleurs très injuste, parce que nous, on consomme beaucoup de littérature étrangère et on traduit énormément. D'abord, c'est anglo-saxon, japonais, après je pense c'est allemand, je ne sais plus dans quel sens. Donc, j'ai toujours trouvé ça très bizarre que nous, on soit si admiratifs de la littérature étrangère. Et par exemple, prendre des Américains, ils ont un marché totalement fermé, ça ne les intéresse absolument pas. De traduire, enfin à part Annie Ernaux, enfin à part un prix Nobel, hein, ou je sais pas, un prix Goncourt, ils s'en foutent complètement. Donc c'est pas égal, je trouve, le rapport, et c'est un peu dommage. Alors, je donne la parole à la salle. Garance, ça va être une question complémentaire. Oui, pour rebondir sur la question du temps, vous avez parlé du temps du travail éditorial. Et nous, on s'était posé la question du temps d'écriture, puisqu'on avait remarqué que vous aviez écrit plusieurs ouvrages en seulement quelques années. Et donc, on se demandait comment vous faisiez pour maintenir une cadence d'écriture. Est-ce que vous aviez des rituels d'écriture ?
Alors, est-ce que non? En fait, je réponds souvent. En fait, j'ai pas d'enfants, donc je pense que si j'avais des enfants, j'aurais pas le temps d'écrire autant. Donc, j'ai une activité. Je fais des ateliers d'écriture. J'ai d'autres activités parallèles. En fait, j'écris dès que j'ai du temps, j'écris. Donc, il n'y a pas vraiment de rituel. Ça peut être le week-end, ça peut être le soir, ça peut être le matin. Ça peut aller très vite, comme ça peut prendre énormément de temps. C'est vraiment à partir du moment où le bouquin commence à prendre forme. C'est toujours difficile à expliquer, mais quand on commence à être obsédé par l'histoire, un peu comme une obsession amoureuse, vous avez vu la super comparaison que j'ai faite, mais quand on commence vraiment à se dire, ok, là je tiens quelque chose, ça peut aller assez vite, mais ça, par exemple celui-là m'a pris 1 an. Mais quand je dis 1 an, c'est pas 1 an de tous les jours, mais il a pris plus de temps parce que c'était, voilà, il y avait plein de voix, et puis il y avait, en plus je vends très mal mes ateliers d'écriture, mais moi qui donne toujours, qui propose de faire des plans, de créer des fiches personnages, je suis très bordélique et j'obéis pas à mes propres règles. Donc je peux me retrouver au milieu du bouquin en me disant, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Comment je vais m'en dépatouiller? Donc ça peut, voilà, c'est comme ça que j'écris. Mais il y a pas de, j'ai pas de rituel particulier. Tout d'abord, merci beaucoup. C'était extrêmement intéressant. Puis comme d'habitude, le mélange d'humour et d'humilité et du côté un peu coquin, j'adore dans tes réponses. Moi, la question que je te pose, c'est un petit peu sur l'ensemble de l'œuvre finalement. C'est avec un peu de recul maintenant, puisque tu es en train d'écrire le 6e, si j'ai bien compris. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a une œuvre plus qu'une autre à laquelle tu restes profondément attaché? Et la question subsidiaire, c'est, j'ai su que l'un des livres, celui qui s'intitule « Encore une journée divine », va être bientôt adapté au théâtre. Est-ce que toi-même, tu as déjà eu, en écrivant ou après avoir écrit une œuvre, l'impression qu'elle serait très bien, notamment soit en série, soit en film, et pas seulement au théâtre? C'est 2 questions en une. Merci. Alors oui, pour Encore une journée divine... alors pour une fois, j'étais un bon stratège. Ça m'arrive pas souvent. Mais je voulais faire du théâtre depuis toujours. Je voulais écrire des pièces de théâtre. Alors jouer, mais comme je joue très mal, donc je me suis dit, il vaut mieux que je les écrive. Et pour Encore une journée divine, j'ai vraiment écrit un monologue en me disant, j'aurai de la chance, il y aura une possibilité d'adaptation facile au théâtre. Parce que si j'écris une pièce de théâtre, c'est rare que les pièces soient publiées en l'état, sauf si on s'appelle, par exemple, Yasmina Reza ou Laurent Godet. Il y a des auteurs comme ça qui sont aussi dramaturges. Donc j'ai fait ce bouquin, Encore une journée divine, d'un psy qui est enfermé dans un asile, et il a été acheté tout de suite. Et là je me suis dit, tu l'as, voilà, bon stratège pour une fois. Après j'ai des agents, donc j'étais bien entourée. C'est François Cluzet qui va l'incarner, en plus un comédien, acteur hyper connu, hyper populaire, en plus qui est bon. Donc là ça a été vraiment coup de chance, coup de bol. Ça a mis 4 ans à se faire, là il y répète, et ça va être joué en effet à partir de l'année prochaine. Pour le ciné adapté, c'est vrai qu'Amour fou ferait une bonne mini-série. Je me dis, petite série sur Amazon ou sur Netflix ou même sur Arte, je veux bien. Mini-série en 4 épisodes. D'ailleurs, mais on fait des pitchs en fait. Moi et les agents, on envoie souvent des boîtes de production avec tous les personnages, etc. Certains l'ont lu, ont apprécié. Après, pour être tout à fait franc, il faut un nom. Je pense qu'à partir de l'année prochaine, on dira François Cluzet, machin, etc. Ça va peut-être un peu décoller. Mais on reste dans une société où il faut quand même... un écrivain, si bon soit-il ou médiocre, s'il a un nom, on table sur son nom. On va pas se mentir. Je veux dire, la qualité ne fait pas tout. Donc ouais, j'espère qu'à partir de l'année prochaine, avec le succès immense et la notoriété... absolument délirante que va m'apporter Encore une journée divine. Ça, je le verrai bien en série. Et est-ce que j'ai un livre auquel je suis attachée le premier, forcément, parce que c'était la première fois que je me souviens, je l'ai écrit en 1 mois. Je l'ai fait lire dans l'avion à ma mère. Je vais raconter ma vie maintenant. Et ensuite, j'étais journaliste. Et là, je l'ai donné en fait à une écrivain qui s'appelle Brigitte Giraud, qui a eu le Goncourt il y a 2-3 ans, qui était éditrice aussi. Et je l'ai interviewée, puis j'adore cette écrivain, j'avais tout lu d'elle.
Et je savais qu'elle avait une collection et je lui ai donné le manuscrit et elle m'a envoyé un texto 5 jours après en disant je vous publie. Donc ça a été, génial. Grand moment. Donc je suis attachée à ce bouquin, mais après je les aime tous. Moi, je tiens à dire que souvent, quand des auteurs viennent aux rencontres texto, ils deviennent célèbres après. Ah, c'est une bonne nouvelle. Oui, Annie Ernaux a eu le prix Nobel. Elle est venue. Elle est venue, je tiens à le rappeler. Maria Pourchet est devenue connue depuis qu'elle est passée par ici. Nicolas Mathieu, Goncourt, alors qu'on l'avait... ils étaient déjà connus avant, Non, Nicolas Mathieu, on l'avait sélectionné, son livre n'était pas encore sorti, et il a eu le Goncourt en même temps que... Enfin, quand on organisait notre prix, on a été un peu éclipsés par... Et d'ailleurs, Nicolas Mathieu, je pense qu'il a eu aussi un peu grâce à moi le Goncourt. Ah, ouais, parce que quand même... Non, mais en 2000... Justement, évidemment, je dis n'importe quoi, hein. Je suis écrivain, ne l'oubliez pas, mais quand on a fait cette tribune en 2018, parce qu'il a eu en 2018, dans le monde où, avec d'autres écrivains, on n'en pouvait plus de l'autofiction, on a dit, il faut vraiment qu'on remette pas la fiction au goût du jour, mais qu'on arrête de faire croire qu'en fait, en France, on n'écrirait que sur soi. Enfin, il y a plein d'écrivains qui écrivent des fictions, dont nous, évidemment. Et je me souviens, la tribune a été énormément lue dans le milieu de l'édition, parce qu'évidemment, on connaît le milieu de l'édition, très commentée, très critiquée, parce qu'on avait osé s'attaquer au prix littéraire en disant qu'on voulait des jurys mixtes. On voulait autant de femmes que d'hommes, incroyable. Qu'on voulait des jurys tournants. Enfin, ça n'a rien donné. Et je me souviens qu'à l'époque, notre ami, comment il s'appelle, qui présentait Apostrophe, Bernard Pivot, qui était encore au Goncourt, avait dit cette année la fiction triomphera. Et ils ont donné le Goncourt à Nicolas Mathieu. Voilà, c'est grâce à lui. Donc je pense que c'est grâce à nous. Vous voyez cette logique, ce storytelling marche bien, non? Magnifique. Je pense que si vous écrivez une tribune, vous ferez, pour faire valoir la qualité de votre nom, vous allez réussir à rafler tous les prix. J'espère. Bravo, merci. Merci beaucoup.